Monsieur Biya représente précisément ce que les Africains ne veulent plus voir dans les palais présidentiels. Mais il est allé à la commémoration du débarquement de Provence et il a tenu un discours camouflé dans lequel, en fait, il dénonce le colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme, sans avoir le courage de désigner clairement les puissances qu'il critique. Je voudrais décrypter avec vous le monument de langue de bois d'un dirigeant issu du néocolonialisme et du colonialisme français, que Paul Biya vient de délivrer, eh bien, en Provence, en France. Un discours indigne, manquant de courage. Un discours dans lequel un vieillard de plus de 90 ans est incapable d'appeler un chat, et passe son temps à y appeler un chat un animal poilu qui miaule et qui a des griffes. Je pense que l'ancien Premier ministre malien Moussa Mara devrait inviter dans son université de la langue de bois ici au Mali, il devrait inviter son doyen et précurseur Paul Biya. Parce que là, le discours que Paul Biya vient de délivrer en France, c'est un monument de l'art politique france-africain. C'est ce qu'on leur a enseigné à l'école coloniale française. Avancer masqué, ne jamais clairement afficher ses ambitions, ne jamais s'exprimer d'une manière claire pour les peuples, ne jamais dénoncer de manière précise les injustices que l'on subit, car on ne sait jamais de quel côté se trouve le profit. Oui, je voudrais analyser le discours de Paul Biya devant le président français Emmanuel Macron comme un monument de la mauvaise foi, du cynisme, de l'hypocrisie, de la lâcheté dont les peuples africains ne veulent plus. Et voilà pourquoi, dans mon pays natal, le Cameroun, il va falloir que cela change. Il va falloir que cesse la dictature du mensonge, de la violence, la dictature de l'égoïsme, du narcissisme, la dictature de la lâcheté, que cesse la dictature de la langue de bois. Des générations entières d'Africains sont en train de grandir en pensant que faire de la politique, c'est savoir mentir. Que parler un langage politique, c'est savoir camoufler les vérités. Que faire de la politique, c'est avoir la langue fourchue. Pourquoi beaucoup d'Africains grandissent-ils en pensant que politique égale mensonge, égale filouterie, égale entourloupe? C'est à cause du type de dirigeants que nous avons. C'est à cause de dirigeants du genre Paul Barthélémy Biya, Ouattara Draman. C'est à cause de ce type de dinosaures de la France-Afrique que les Africains, de génération en génération, grandissent en ne sachant pas que la politique au sens noble, c'est le service du bien commun. La politique est un art sacerdotal. Celui qui s'engage en politique doit s'engager à servir le bien commun. Et qui dit servir le bien commun, dit agir en vérité, agir en justice, agir en solidarité avec chacune et chacun des membres de la communauté humaine qui vous est confiée. Il faut critiquer ce type de discours pour que émerge partout en Afrique, émerge au Cameroun, au Gabon, au Congo, au Tchad, émerge partout au Togo, émerge au Bénin, émerge en Côte d'Ivoire, émerge partout en Afrique, une génération d'hommes politiques, de femmes politiques qui parlent un langage clair. Il faut critiquer les amateurs de la langue de bois, qui leur a été enseigné par les colons, parce que les colons avaient besoin de diviser pour mieux régner. Les colons les ont formés à nous diviser pour mieux régner sur nous. Et ils ont fini par faire croire à beaucoup d'Africains que c'est celui qui s'exprime d'une manière que personne ne comprend qui est le plus intelligent. Alors, je vais, sans plus tarder, m'intéresser au discours de M. Paul Biya, qui a été publié sur le site de la présidence de la République du Cameroun. J'ai le discours ici. Je vais vous lire paragraphe par paragraphe et commenter paragraphe par paragraphe. C'est-à-dire que, d'abord, je vais vous dire simplement ce qu'il a voulu dire, puisqu'il n'a pas le courage de dire clairement ce qu'il veut dire.
Et je vais aussi vous expliquer à chaque fois pourquoi il est incapable de dire toute la vérité. Pourquoi une bonne partie de ce qu'il sait et qu'il doit dire est bloqué dans son ventre. Pourquoi Paul Biya dit des demi-vérités. Pourquoi il ment. On va voir cela paragraphe par paragraphe. Et on va comprendre que c'est un malheur pour le Cameroun d'avoir eu cet homme à sa tête maintenant depuis 42 ans. Et qu'un tel malheur ne doit pas se reproduire. Le peuple camerounais doit se battre. Il s'est battu autrefois contre le colonialisme français. Le peuple camerounais a livré une guerre de résistance de plus de 25 ans qui lui a coûté plus d'1 million de morts, notamment dans les pays Bamileke et Bassa, bastion de la résistance panafricaniste, révolutionnaire, nationaliste, et bien du XXe siècle camerounais. Le peuple camerounais devra reconstituer sa colonne vertébrale, redonner sa télécommande à des dignes fils et filles de la patrie africaine du Cameroun, afin d'entrer dans ce XXIe siècle par la porte des grands. Bon, prenons le discours de M. Biya. Qu'est-ce qu'il dit? Monsieur le Président de la République française, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs les chefs de délégation, mesdames et messieurs, je voudrais de prime abord remercier le président Emmanuel Macron pour l'invitation qu'il a bien voulu m'adresser afin que je prenne part au 80e anniversaire du débarquement de Provence. Je vous fais remarquer que Paul Biya a 92 ans, pratiquement. 91 ans, il est né en 1933. Nous sommes en 2024. Le débarquement de Provence a eu lieu en 1944. C'est-à-dire que Paul Biya avait pratiquement 12 ans. Plus de 12 ans, quand le débarquement de Provence eut lieu, et il est toujours président. Je voudrais déjà que vous constatiez l'incongruité qu'il y a à avoir un dirigeant qui est président depuis 42 ans, qui vient fêter un débarquement qui a eu lieu 12 ans après qu'il soit né. Or, l'écrasante majorité du peuple camerounais est née après 1960. Je voudrais le remercier également pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé, ma délégation et moi. Ça, c'est du formalisme protocolaire. Je salue ensuite votre présence ici, vous tous qui avez effectué ce déplacement pour vous retrouver en ce lieu inauguré en 1964 par le général de Gaulle, alors président de la République, en présence de nombreux combattants de France et d'Afrique, à l'occasion du 20e anniversaire de ce même débarquement de Provence. C'est important que vous vous rendiez compte que Paul Biya est content d'être là parce qu'il s'agit de célébrer ce qu'a fait le général de Gaulle. Le général de Gaulle, c'est un héros français parce que c'est lui qui a organisé la résistance de la France contre la domination nazie, en s'appuyant sur les Anglais, sur les Américains et surtout sur les troupes noires africaines issues des colonies françaises d'Afrique. De Gaulle est un héros pour les Français. Mais pour les Africains qui connaissent l'histoire, De Gaulle est un bourreau. Car c'est lui qui a organisé la pseudo-décolonisation de l'Afrique. C'est lui qui a organisé les indépendances proclamées. Alors qu'en réalité, l'armée française conservait la mainmise sur les territoires de ses anciennes colonies. La France continuait à pomper les richesses des anciennes colonies à travers l'arnaque de la monnaie coloniale et néocoloniale du franc CFA, une monnaie purement française. La France continuait de choisir à la place des peuples africains les dirigeants de ces anciennes colonies africaines, d'accord? La France continuait à contrôler la circulation des idées dans l'espace de ces anciennes colonies africaines à travers les organisations de la francophonie. Le grand organisateur de cette domination déguisée et appelée faussement indépendance accordée par la France, c'est M. de Gaulle. Voilà pourquoi j'ai toujours dit Charles de Gaulle, héros pour la France, bourreau pour l'Afrique. Car la situation dans laquelle l'Afrique est plongée, notamment l'Afrique dite entre guillemets francophone, depuis 64 ans, c'est le résultat de l'arnaque de De Gaulle. Si aujourd'hui, plus de 15 pays africains de la zone CFA sont bloqués dans le sous-développement, plusieurs ont été classés pays pauvres très endettés, c'est en raison de l'arnaque de De Gaulle, qui d'une main a accordé des indépendances formelles et de l'autre a retiré les souverainetés substantielles, souveraineté militaire, souveraineté monétaire, souveraineté politique et souveraineté culturelle aux pays dont il prétendait reconnaître l'indépendance. Paul Biya vient célébrer en réalité celui qui a imposé aux Africains des dirigeants africains
jamais élu. Et Paul Biya vient ici saluer son maître, De Gaulle, car Biya est issu du milieu gaulliste africain de la fin des années 50. Ce milieu gaulliste compte en son sein au Cameroun, à la fin des années 50, un certain Louis-Paul Ojula, représentant des colons français du Cameroun, qui va faciliter l'entrée de Biya à l'école des hautes études d'outre-mer, l'école coloniale française, et par la suite qui va favoriser sa réintégration dans la nouvelle administration du Cameroun pseudo-indépendant. C'est grâce à cela, grâce à ces colons français, que dès 1961, Paul Biya, que vous voyez, va intégrer la haute administration camerounaise et le cabinet du premier président imposé par la France au peuple camerounais, au détriment du véritable mouvement indépendantiste camerounais, l'Union des populations du Cameroun, de Ruben Oumniobert, de Félix Moumié, d'Osende Afana, d'Ernest Ouandié, hein? Eh bien, d'Abel Kingé et consorts, eh bien, Ahidjo va avoir Biya à ses côtés parce que tous les deux ont été imposés à la tête du Cameroun par la puissance coloniale française, par De Gaulle. Donc, Biya est là pour remercier ceux qui l'ont placé au pouvoir, car il n'a jamais été élu régulièrement à la tête du Cameroun. De 1960 à 1982, Amadou Barbatoura Ahidjo, comme nous l'appelions, gouverne le Cameroun dans le sang, la sueur et les larmes. Il impose un État unitaire en procédant à des violations massives des libertés publiques. Les prisons politiques sont pleines, les Camerounais qui ne sont pas d'accord avec la pseudo-indépendance sont contraints à l'exil, d'autres sont tués, certains sont emprisonnés sans procès. Et en 1982, Amadou Ahidjo, à qui on a fait croire qu'il souffre d'une maladie mortelle, démissionne de la présidence de la République et confie le pouvoir à son dauphin constitutionnel qui, depuis 1975, est son premier ministre, il s'appelle Paul Biya. Et de 1982 à nos jours, Paul Biya n'a jamais accepté une compétition électorale égalitaire avec qui que ce soit. Il a gouverné par le mensonge, il a gouverné par la fraude électorale, il a gouverné par la violence, il a gouverné par la corruption, il a gouverné avec le soutien du néocolonialisme français et plus largement de l'impérialisme occidental. Voilà la vérité de son pouvoir. L'homme que vous voyez en Provence en train de saluer la mémoire de De Gaulle, il est reconnaissant à De Gaulle parce que c'est De Gaulle et son homme de main Jacques Foccart qui nous ont imposé Amadou Ahidjo et Paul Biya. Amadou Ahidjo et Paul Biya, les deux premiers présidents de la République du Cameroun, sont tous des créatures du colonialisme et du néocolonialisme français. Écrivez ça. Je suis en train d'en profiter pour vous instruire. Pourquoi il vient là, à la commémoration du débarquement de Provence? Parce que De Gaulle est son maître. Parce qu'il doit sa carrière à De Gaulle. Il a été sélectionné par l'élite gaulliste. Il a été flanqué aux côtés, précisément, d'Ahidjo, dès 1961, le Paul Biya que vous voyez là. Et quand Ahidjo s'est mis à faiblir, la France l'a encouragé à choisir une de ses pupilles. C'était Biya. Voilà pourquoi en 1987, devant la télévision internationale française, on lui a demandé quelle était sa posture par rapport au président français François Mitterrand. Paul Biya a répondu que lui, il était le meilleur élève de la France. Et qu'il se voyait comme le meilleur élève du président Mitterrand. Donc, de ce point de vue, Paul Biya a toujours donné toutes les garanties au néocolonialisme et au colonialisme français d'être reconnaissant et d'être son fidèle serviteur. Nous ne sommes donc pas étonnés de sa présence à cet endroit, car en effet, son allégeance au colonialisme et au néocolonialisme français est à l'origine de sa carrière politique. Je vous rappelle que Paul Biya n'est pas entré en politique par des élections. Il est entré en politique par nomination. Et il est resté en politique par nomination. Et il gouverne le Cameroun parce qu'il possède un stylo pour faire des nominations. Jacques Famendongo, un de ses ministres, ne s'est pas gêné pour dire que lui, Jacques Famendongo, était une créature de Paul Biya. Parce que tout ce que vous voyez au Cameroun avec des postes, ministre de ceci, ministre de cela, directeur de ceci, ils sont des créatures. Qui crée? Mais c'est lui qui nomme. Sur haute instruction. Et celui-même qui crée ces créatures politiques épouvantables qui constituent le régime autocratique camerounais, lui, il a été créé par une nomination gaulienne. Vous avez compris? Ce sont les enfants de Foccart
qui tiennent le Cameroun jusqu'à cet instant. Foccart, De Gaulle. Donc tous ceux qui se promènent au Cameroun et qui vont vous dire que Paul Biya est un anticolonialiste, Paul Biya est un panafricaniste, ce sont des menteurs. L'histoire de Paul Biya est là pour dire d'où il vient, qui l'a promu, qui l'a placé là. En 1992, il y a eu une élection présidentielle au Cameroun, après le retour du pseudo-multipartisme. Paul Biya a été battu dans les urnes par le leader de l'opposition d'alors, feu le président Ni-John Frundi, qui était à la tête de la coalition de l'Union pour le changement, UPC, sur la base de son parti social-démocratique Front. Bien perdu dans les urnes, mais le général Semengue, qui était chef d'état-major de l'armée camerounaise à l'époque, par ailleurs, lui-même issu de l'armée coloniale française, qui avait participé aux crimes de guerre et aux crimes coloniaux français en Indochine et en Algérie, Semengue a dit que si Paul Biya avait reconnu sa défaite en 92, l'armée aurait pris le pouvoir, parce qu'il était inconcevable pour lui, Semengue, et pour la France, qu'un anglophone bamileke gouverne le Cameroun. Ce sont les mots du général Pierre Semengue. D'accord? Maintenant, on continue la lecture. Je passe au paragraphe suivant. Paul Biya dit ceci. La nécropole nationale de Boulouris est un endroit chargé d'histoire. Un lieu du souvenir, un lieu de douleur, un lieu de recueillement qui nous parle et nous interpelle sur l'avenir du monde. De nombreux soldats ont ici, à Saint-Raphaël, comme sur les autres terres de Provence, comme en Normandie, comme ailleurs en Europe, donné de leur vie pour combattre l'occupation, pour sauver la liberté, en formant une formidable chaîne de solidarité. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour nous souvenir de leur vaillance, pour convoquer le souvenir d'une guerre du passé pour la liberté et rendre à ces héros un hommage appuyé. C'est très intéressant ce que Paul Biya est en train de dire ici à la France. Ce qu'il est en train de dire à l'Europe, c'est qu'elle a été libérée par l'Afrique. Et comme il n'a pas le courage de le dire clairement, il dit il y a de nombreux soldats qui sont dans les tombes ici, qui sont venus de partout ailleurs, et c'est grâce à ceux-là globalement qu'il y a la liberté. Il n'a pas le courage de dire nous, Africains, nos parents ont constitué l'essentiel de l'armée de libération française. C'est l'Afrique qui a libéré la France et non l'inverse. Paul Biya ne peut pas le dire. Il fait un gros paragraphe comme ça, dans lequel il met tous ensemble des gens qui n'ont pas consenti les mêmes sacrifices. Je tiens à rappeler, parce que j'ai étudié l'histoire de la résistance française, que quand le général de Gaulle se rebelle, il entre en rébellion, il est condamné à mort par le régime Pétain, et il s'enfuit, parce que si on l'arrête, il va être fusillé. De Gaulle, qui est condamné à mort pour tentative de coup d'État, et qui par la suite va renverser le régime de Vichy dans le cadre d'un coup d'État, d'une rébellion militaire. De Gaulle, le putschiste noble, le putschiste libérateur de la France. Alors, quand il commence sa grande rébellion contre le régime de Vichy qui s'est soumis à Hitler, j'espère que vous savez que le premier commando de Charles de Gaulle, le premier bataillon que Charles de Gaulle possède pour combattre et libérer la France est composé de moins de 200 soldats. On l'appelle le fameux commando Kiefer. Ils étaient exactement, si je ne m'abuse, 177. Il y avait 177 Français prêts à mourir avec Charles de Gaulle pour libérer la France. Tous les autres vaquaient à leur occupation et ils applaudissaient le maréchal Pétain. C'est pour ça que de Gaulle fuit la France, parce qu'il n'y avait pas assez de Françaises et de Français prêts à résister contre Hitler et contre Vichy. Il fuit la France et il va aller chercher le soutien des Anglais, le soutien des Américains. Ça ne lui suffit pas. Il faut qu'il vienne en Afrique, dans les colonies françaises, et qu'il obtienne le ralliement, non seulement des administrateurs des colonies, c'est le cas par exemple de Félix Éboué au Tchad, mais il lui faut, grâce à ces administrateurs des colonies, recruter massivement des Africains qui vont aller mourir pour libérer la France. Les troupes africaines constituaient l'écrasante majorité de l'armée de libération de France. De telle façon que, s'il y avait vraiment une reconnaissance française envers l'Afrique, jamais on ne demanderait à un Africain, issu des anciennes colonies ou des anciens territoires sous tutelle française d'Afrique, un visa pour entrer en France. Parce que quand il fallait venir en France, mourir pour la libérer, il n'y a pas eu de visa.
Je rappelle que les Africains ont constitué l'écrasante majorité de l'armée de libération de la France ou de Gaulle. Je vous demande d'aller consulter les chiffres. De telle façon que la structure des batailles de libération de la France, la structure tactique de la bataille était la suivante. Première ligne, les nègres et les arabes, issus des colonies africaines et moyen-orientales de la France. Première ligne, les nègres, les noirs et les arabes. D'accord? Deuxième ligne, les soldats du rang de l'armée française, les rares soldats du rang de l'armée française. Troisième ligne, les sous-officiers français. Quatrième ligne, les officiers supérieurs français, loin là-bas derrière. Cinquième ligne, les commandants de l'armée française. Voilà la structure de l'armée de libération et bien de la France. Vous avez entendu les 5 lignes? Notez les 5 lignes. Allez relire les livres d'histoire critique de la guerre de libération de France. Aucune localité n'a été libérée sans que la chair à canon africaine ne soit en première ligne. Première ligne, les Noirs d'Afrique. Je dis bien première ligne. Deuxième ligne, donc les Noirs d'Afrique et les Arabes, issus des colonies et des territoires sous tutelle. Deuxième ligne, les soldats français du rang, les blancs français du rang. Deuxième ligne. Vous savez, le soldat sans grade français, le blanc, il est en deuxième ligne, il n'est jamais en première ligne. Dans la structure, quand il y a confrontation avec les Allemands. D'accord? Troisième ligne, les sous-officiers français. Quatrième ligne. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.